Bonsoir à tous. Voilà. Euh, cette conférence va commencer en fait par un paradoxe. On l'a nommé Parler ne pas parler d'architecture, parce qu'en fait pour nous c'était le moyen de concrétiser quelque chose qu'on n'avait jamais fait, c'est-à-dire présenter ensemble. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on collabore, qu'on est associé, et cette question de parler à deux était un problème pour nous, dans la mesure où il y a quelqu'un qui aime beaucoup parler, qui a besoin de parler, et quelqu'un qui n'aime pas trop parler. Voilà. La réponse à cette question du parler, ne pas parler, on va la retrouver en fait peut-être dans la question du silence en architecture, et dans ce que laisser parler la matière, c'est-à-dire ce que nous produisons est important. Et en fait, là on était convaincus d'intituler cette conférence Parler, ne pas parler d'architecture. C'est à la lecture d'un extrait d'une monographie de Klaas Dimling sur Leo Rens. Donc Leo Rens, à la fin de sa vie, il a 80 ans et il va se consacrer à la construction de 2 églises qui vont être des œuvres entières où il n'a plus de compte à rendre et va simplement exécuter son métier d'architecte en toute sérénité, en toute liberté. J'ai une traduction libre de cette petite phrase. Je la lis parce qu'elle est en fait l'amorce de ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Toute sa vie, Leo Rens a été réticent à discuter de son travail, préférant laisser ses bâtiments parler d'eux-mêmes. Ceci dégage une force tranquille qui est pleinement perçue par l'expérience directe. Son travail offre une dimension particulière du fait de sa préoccupation pour l'approche psychologique de l'architecture. Voilà, notre conférence, elle va vous parler en fait donc de cette matière que l'on voudrait laisser vous parler, c'est-à-dire de la conception à 4 mains en l'occurrence, c'est aussi l'échange, l'architecture engagée, ce sont les groupes humains, les besoins infinis de construire, et à travers ça, la manière de ou ne pas utiliser le silence. C'est Peter Sigur Lewerens qui apparaît encore là. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Vous êtes nombreux ce soir. Ça rajoute un petit peu de piment pour nous qui avons peut-être pas l'habitude de parler ensemble, c'est vrai. Alors, par rapport à cette invitation Beaux-Arts qui est assez extraordinaire pour nous, puisqu'on décline une exposition par 4 fois et on peut la reproduire dans ces lieux, d'une part. D'autre part, c'est une opportunité de réfléchir, qu'on aimait saisir. Et par ailleurs, on voulait que je ne sais pas si ça va bien marcher, je ne sais pas comment je dois tenir ce truc. Par ailleurs, on voulait ne pas dupliquer le propos de l'exposition. Donc ce que vous verrez dans l'exposition et ce que vous verrez sur les documents ce soir ne sont pas le même univers. Ce matin, on discutait, Guido Duplat, Cédric Libert, qui est le commissaire de l'exposition, Pierre Louis et moi. Et Cédric Libert exposait clairement le propos curatoral qu'il avait voulu mettre en œuvre, qui était de faire une coupe dans ce qu'il a appelé les protocoles, ou plutôt les procédures, ou les procédés, les méthodes de l'atelier, c'est d'ailleurs le nom qu'on a donné à cette exposition, de faire une coupe dans les pratiques, si vous voulez. Ce soir, on va essayer de faire une autre coupe, de travailler autrement, c'est-à-dire, mais peut-on faire ça? Peut-on faire une tranche dans nos engagements, nos convictions, ce qui nous anime, ce qui fait qu'on souhaite produire chaque jour un peu plus de sens au travers l'architecture. Alors derrière moi se trouve un document qui est en réalité une photographie, et si Pierre fait défiler progressivement, mais une photographie. Donc j'ai 2 enfants et depuis une quinzaine d'années, je photographie le périmètre de leur corps. Alors, j'ai déjà essayé de comprendre pourquoi je faisais ça, j'y suis jamais arrivé, enfin, malgré tout, je voulais vous montrer ceci. Pourquoi? Parce que je crois que je ressentais le besoin, d'une part, de produire des documents avec une charge émotionnelle, et à la fois de traduire ça dans une espèce de rituel pour lequel finalement je m'y suis plié. J'ai fonctionné avec un rituel que je ne comprends pas, mais que je reproduis inlassablement, puisque dans certains documents, Simon a 5 ans, dans d'autres il en a 22 ou 23 comme aujourd'hui.
Pourquoi je vous montre ceci aussi? Parce que je pense que l'endroit où, et Leo Renz le citait il y a un instant, où la question de de l'architecture se situe, elle se situe dans l'expérimentation personnelle. Fondamentalement, avant d'être touché par l'esprit, on est touché par le corps. La question du corps, elle est au centre des préoccupations qui sont les nôtres. Vous allez le voir peut-être l'entendre dans les propos qui sont les nôtres aussi. Et je voulais dire à quel point cette quête de la perception, ensuite cette quête de nommer ce que nous percevons, et ça a une valeur individuelle, je dirais, permet effectivement et fonde les échanges, et quelque part, derrière ces échanges, l'architecture va se fonder. Et d'autre part, cette liberté de perception, cette liberté ensuite de nommer, est la liberté tout court, celle qui nous anime tous les jours pour créer, si vous voulez, pour rendre compte de réalités qui ne préexistent pas. Voilà. Je vais suivre mon scénario. Alors, j'ai pris ici, j'ai rassemblé, c'est vrai qu'en réfléchissant à cette conférence, je me suis souvenu d'une lecture croisée entre deux cinéastes qui sont Antonioni et Tarkovsky. Et donc j'ai retrouvé des notes de ces cinéastes. Et lecture croisée, ça veut dire que j'avais l'impression que l'un comme l'autre parlait de la même chose et qu'il était possible que dans mes prises de notes, simplement dans le fait de souligner des textes, il y avait des liens qui s'étaient tissés et qui pouvaient correspondre à comment dirais-je, à un mode de préoccupation particulièrement aigu sur le statut du langage. Le statut du langage en tant que langage, mais aussi le statut du langage en tant qu'expression, dans ce cas-ci cinématographique, mais je pense que vous ferez aisément les transpositions architecturales à propos de cet exercice. Et donc brièvement, Tarkovsky, dans ce livre qui lui est consacré, on cite certains de ses propos, et il évoque tout ça à propos d'un film, qui est le film Andrei Roublev, qu'il a fait dans les années 60, et qui présente un film très long, 3h30 je pense, de film noir et blanc, dont les 3 dernières minutes vous plongent dans le silence, et de ce film noir et blanc, vous découvrez en quelques instants la couleur de ses peintures. Ce film est absolument émouvant et captivant, et il dit, et c'est ça qui m'intéresse au niveau du langage, l'histoire de la vie de Roublev est l'histoire d'un concept enseigné et imposé. Donc il dit, Roublev existe tel qu'on nous le vend, si je peux dire, tel qu'on nous l'affuble dans le champ de l'histoire. Donc l'histoire d'un concept enseigné et imposé qui se brûle dans l'atmosphère de la réalité vivante pour renaître de ses cendres comme une vérité nouvelle à peine découverte. Que dit Tarkovsky? Il dit, le sujet, la narration, elle est chaque fois à réinventer, quels que soient les sujets, l'histoire et les tissus historiques, elle est à réinventer. Donc il dégage un premier espace de liberté à cet endroit. Antonioni, dans une interview, dit « J'ai donc éliminé de nombreuses complications et superstructures techniques. J'ai éliminé tous les nœuds logiques du récit, les transitions de séquence à séquence, grâce auxquelles chaque séquence passait le relais à la suivante. » Donc, Antonioni détricote l'histoire, si vous voulez, et on sait que Tarkovsky, dans son film, créait des anachronismes, dans la mesure où il pensait que le chemin émotionnel était plus au centre de son propos que le chemin organisé, narratif, chronologique à l'américaine, je dirais, voilà. Alors, dans ce croisé, Tarkovsky, plus loin, dit « Nous, c'est l'ensemble de l'équipe avec qui il travaillait, nous sous-estimons la force de la charge émotionnelle de l'image cinématographique. » Et lui va appuyer sur cette dimension émotionnelle en disant donc que l'image, et on le sent progressivement, cède le relais, devient en soi parole. Un peu plus loin, Antonioni, il existe le cinéma qui renferme l'expérience de tous les autres arts et qui s'en sert comme il l'entend, librement. Je crois qu'il importe que le cinéma se tourne, et vous remplacerez ce mot parce que je pense vouloir dire de l'architecture, se tourne vers cette forme intérieure,
vers ces expressions absolument libres. Et enfin, on retrouve, je pense, Tarkovsky, ici, qui dit « Le réalisateur, comme le peintre d'icônes, ne peut pas se limiter à copier des modèles. Tous deux sont tenus d'en faire l'expérience, autant dans leur propre vie que dans leur vision. C'est ainsi que l'image véritable pourra émerger des traces de ces expériences. » Voilà. J'ai terminé. Mais le regard croisé, en fait, la lecture autour des deux auteurs, elle sert aussi à illustrer une partie de la méthode de l'atelier. Donc en fait, quand on voulait parler de l'architecture à quatre mains, c'était la situer à travers le noyau qui constitue l'atelier. L'atelier, c'est une dizaine de personnes qui travaillent ensemble, soudées autour des projets qui sont menés. Et c'est aussi un noyau où Pierre Eblink et moi, c'est 14 années de collaboration, puis d'association, et comme je l'ai dit, je pense, on ne sait pas trop bien comment, on est arrivé à s'entendre, il s'est passé quelque chose, et peut-être que, vu qu'on a fait l'exercice d'expliquer un peu ces éléments, c'est, encore une fois, dans le domaine du paradoxe qu'on va les trouver, dans celui de la pudeur. Pierre est une vraie bibliothèque d'architecture, c'est un dictionnaire de savoir par rapport à ça, et moi je me situe en fait très mal quand je dois me définir comme architecte. Parler d'architecture pour moi ça pose presque un problème. Il y a la question aussi de l'action-réaction. Pierre étant aussi quelqu'un qui est toujours dans le mouvement, et moi dans le besoin de réagir, et grâce à cet élément, ce regard croisé, cette manière de se positionner, on arrive en fait à créer différents angles de vue, de regard et de manipulation de la matière. Et c'est ça qui est assez intéressant et qui nous empêche peut-être, enfin notre situation n'a peut-être rien d'exceptionnel, mais si on parle de la matière et du résultat de ce que l'on conçoit, pardon, elle vient en grande partie de là. Et voilà, c'est avec cette dualité, ce paradoxe, qu'on va essayer de faire de cette conférence un tableau qui va être composé de différents éléments. Et là, j'avais envie de dire, pour utiliser silence, on tourne, on est un peu dans l'image, peut-être pour entrer en fait dans ce qui est cette matière, nos projets. Oui, voilà. Les premiers éléments qu'on a souhaité développer devant vous, maintenant, à partir de maintenant, tournent autour d'une notion de... Comment expliquer, d'engagement. Je me souviens, Maurizio Cohen, il y a quelques années, m'avait invité à débattre à Bruxelles, à l'ICELP, je pense, de la question de l'engagement. J'ai un peu soif, excusez-moi. De la question de l'engagement. Et en réalité, ce que je vous disais tout à l'heure, la coupe qu'on va essayer de faire dans le travail qu'on mène, est du côté des convictions. Il se fait que un projet qui pourrait nous aider à situer un peu le propos maintenant, c'est un projet qu'on a fait il y a une dizaine d'années, ici, enfin un peu moins à Bruxelles, qui s'appelle la Maison des Citoyens, qui est située à Schaerbeek, dont vous voyez le paysage urbain derrière nous. Le propos était de développer un équipement public, centré vraiment sur le rapport aux personnes. C'est une communauté, un ensemble de communautés croisées à cet endroit, avec des niveaux de violence assez importants, notamment nocturnes. Et donc il y avait une équipe d'éducateurs de rue qui occupait des lieux, le pied de l'ancien immeuble à Amelings. Et puis, et donc il fallait créer un nouveau lieu dans une friche qui est devenue un parc depuis lors. Et donc l'idée a été très très simple au niveau de la conceptualisation. On a imaginé très tôt un bâtiment qui soit comment dirais-je, une transposition des échanges dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on a pris plutôt un parti non pas architectural mais topographique, je dirais, oui, à l'échelle urbanistique, qui est de créer une table très très importante qu'on voit sur ce document-ci. C'est le petit élément blanc sur la gauche du parc. Et donc on a utilisé l'ensemble de la parcelle, c'est-à-dire les 52 mètres de largeur, plutôt que créer un objet totémique. Et ça devenait de ce fait un lieu en dessous duquel on pouvait créer toute une série d'espaces, au-dessus duquel on pouvait créer toute une série d'espaces, on le voit ici.
mais on voit aussi très bien que cet ensemble, il est plus facile de le traverser que de le contourner. Or, il existe une série par exemple, d'églises sur Liège, qui est l'endroit où on travaille, et où les gens traversent avec leur commission, parce que c'est beaucoup plus pratique de traverser, c'est le raccourci, que de faire le tour. Et il se fait qu'avec un dispositif comme celui-là, donc créer un lieu d'échange, c'est créer des dispositions qui permettent effectivement que les rassemblements des communautés puissent se faire. Dans le schéma que Pierre a balayé peut-être un peu vite, ici on voit les points de passage. Donc il y a 3 points de passage majeurs, à la fois sur le plan de l'administration au-dessus, à la fois sur la salle polyvalente et à la fois sur un préau qui donne en face d'une école qui permet d'abriter notamment les enfants ou les parents qui attendent la sortie des classes, mais également un axe vertical qui est toute la colonne vertébrale intérieure, le lien visuel également au sein d'une activité multiple dans le lieu. Voilà. Ça, c'était une illustration. Dans le document suivant, on voit des photographies faites par Marie-Françoise Plissard. Et donc, sur ces photos, on voit le mode de fonctionnement. Je ne m'y attarde pas trop. On comprend bien le principe de la table. Mais par ailleurs, je voulais évoquer, avec un tout petit schéma, un mode de fonctionnement qui est un autre dispositif d'échange qui nous, comment dirais-je, qui structure notre manière de fonctionner. Vous imaginez un projet qui est déposé sur la table à l'atelier. Voilà, il arrive à cet endroit. Et donc ces cercles, quels sont-ils? Ce sont des cercles d'échange autour d'un projet. Il se fait que le premier cercle, c'est bien sûr celui qui fonctionne autour de l'atelier, en considérant que tout le monde peut être concerné par le projet. Donc un échange peut se faire pour les projets rentrants. C'est assez classique. On a un groupe de lecteurs autour de nous, qui sont très souvent de manière récurrente, qui ont été pendant beaucoup d'années Jacques-Antoine, Georges Clanter ou Mario Garzaniti, et qui sont là pour, comment dirais-je, nous déstabiliser, je dirais, au niveau de la réflexion. Faire qu'on ait un groupe de lecteurs, c'est gagner beaucoup de temps, parce que ça nous permet de creuser dans un question-réponse, sans pitié, parce que très amical, nos procédés et les fondements de ce qu'on est occupé de faire. Donc un lecteur intervient toujours alors qu'on est dans un processus avant de déposer les premières esquisses, les premiers avant-projets, etc. Autour de ça, il y a des personnes ressources, et je vais y venir avec la Maison des Citoyens, qui peuvent être des gens de la société civile, de toutes catégories. Il suffit qu'on ait entendu à la radio quelqu'un, ou à la télévision, voir quelqu'un parler de tel et tel sujet qu'on pense intéressant par rapport au projet qu'on mène, on l'appelle, et dans 95% des cas, tout le monde a toujours dit oui à un échange de cette nature. Donc ça, c'est les personnes ressources. Et autour, il y a un dispositif de recherche globalement lié aux universités, globalement lié aux fabricants ou globalement lié aux constructeurs. Et donc, avec cet ensemble-là, on a un dispositif extrêmement dynamique. Et les artisans, c'est le cercle qui nous permet de concevoir jusqu'au cœur de la matière, je dirais. Alors, j'explique ça parce que ici, le lecteur était Johan Meul, qui est un artiste qui est établi aujourd'hui à Bruxelles, mais qui vient de Charleroi, qui était dans un quartier. Il avait choisi de vivre à Liège à un moment donné dans un quartier qui est Bressou, et donc qui ressemble dans la morphologie sociale très fort à ce qu'on avait comme sujet ici. Et Meul a apporté énormément de choses dans le débat sur l'expression du bâtiment lui-même et sur toute une série de connotations d'usage, par exemple, dont on a évoqué ces questions et entretenu des débats ensuite, après le concours, avec les différents partenaires de la ville. Et d'autre part, on a fait une étude démographique, et c'est surtout ça que je voulais dire maintenant. Cette étude démographique montrait que, sur une vingtaine d'années, montrait l'évolution et le fait que ce programme allait évoluer très fort, voire disparaître, et devait être modifié. Alors le concept de la table, structurellement, eh bien, il permettait, en étudiant avec l'atelier de Grèche, il permettait de dire qu'on avait la table, ses pieds étaient une première structure, et la deuxième structure est l'espèce de tapis qui est glissé en dessous, qui est un radier libre, dans lequel le reste de la structure vient de perforer, et qui permet de libérer et de modifier en permanence l'évolution du projet. Voilà ce que je voulais dire sur ceci. Après ça... la dernière chose que je voulais dire sur ce projet-ci, très, très rapidement, c'est j'ai été invité à donner une petite conférence à la EE à Londres suite à l'exposition que citait Iwan tout à l'heure. Et
Et en fait, j'ai pris un sujet qui m'intéressait concernant, et on en voit des documents ici, qui m'intéressait sur ce bâtiment, c'est-à-dire plutôt que de présenter des stades de projets en concours, ce qui est une des propositions qu'on fait très habituellement, ou des projets réalisés, juste réalisés, finis, propres, nets, peints, etc. J'avais pris un autre point de vue sur la base d'un livre d'un écrivain allemand qui s'appelle Walter Sebald, qui fait 3 conférences en Suisse sur... le titre du livre, c'est de la destruction comme élément de l'histoire naturelle. Et donc ce livre traite de l'absence complète de traces de la souffrance, je dirais, des gens, des civils allemands, pendant la destruction des 127 villes allemandes à la fin dans la deuxième partie de la Deuxième Guerre mondiale. Et il cherche pourquoi dans la littérature allemande, nulle part on trouve trace de cette souffrance. Et je me suis dit, est-ce que nous pourrions exposer ce projet de la Maison des Citoyens qui est énormément dégradé, qui est attaqué en permanence, sur lequel on envoie des pavés, sur lequel en dessous duquel des voitures brûlent, enfin, dans lequel il y a vraiment un commerce de violence important. Et donc, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut poser la question plutôt, au lieu de montrer une chose, mais de mettre en chantier une préoccupation de la dégradation d'un lieu et de l'évolution d'un lieu. Et on a réuni autour de la table de sociologues, philosophes politiques, etc., mais aussi historiens, puisque Thomas More est là, mais aussi le commissaire de police et bien sûr les occupants. Et la matière qu'on a échangée et les fondements même de ce qui a émergé pouvait pour moi, et c'était le sens de la réflexion que je voulais mener, pouvait pour moi éclairer une partie de la pratique de ce qu'on met en œuvre, qui ne sont pas des produits, des choses qui doivent être ensuite démontrées en permanence, mais bien qui ont un substrat propre, une vie propre. Et c'est ce qui nous habite notamment dans la recherche sur les matières, sur leur dégradation, sur le sens de ces choses. Alors, ici juste pour engager un propos que Pierre va développer, et c'est un tout petit texte aussi de Tarkovsky. En fait, le film de ce cinéaste a été, je pense, pendant 4 ans, il a subi la censure avant de sortir. Il a été créé en 65 ou 66, il est sorti fin 69. Et donc, la seule séquence que dit l'auteur ici, qui demeurera intacte, fut celle de l'épilogue en couleur dont je parlais tout à l'heure. Tarkovsky, par contre, têtu à l'extrême, je dirais, soutenait que les coupes amélioraient considérablement le film. Donc, on fait des ablations, on lui retire des morceaux de son film, mais il soutenait que les coupes amélioraient considérablement le film, car elles le ramenaient à l'essentiel. Et c'est le propos du choix, peut-être qu'on va développer. Les 2 projets qui vont servir d'illustration maintenant pour évoquer cette notion de coupe, c'est 2 projets qui ne se feront pas, qui ne se feront jamais. Mais la matière qu'on a pu dégager de ce travail, c'est la matière un peu informelle, c'est la réflexion. Leur similitude, c'est un peu la question que nous renvoie la société par rapport au patrimoine. Un patrimoine matériel, toujours le cas d'une restauration d'un bâtiment classé, mais aussi celui de la mémoire collective, la mémoire et la transposition de la mémoire de la religion. Le premier bâtiment, c'était un concours de l'Open Up Group à Anvers, la Sillerheim. Le programme, c'est un... Oui, moi je suis rentré en avis. Le programme, c'est un lieu, c'est presque la seule définition qu'on avait, dans lequel on pourrait... J'ai vraiment un problème avec ce micro. Tiens. C'est un lieu où l'on doit réunir toute la population, c'est-à-dire elle doit pouvoir accueillir 800 personnes, comme 50, comme une, pour les mettre dans une situation qui est soit d'émotion, soit d'émotion triste ou de réjouissance. Le contexte, c'est ce bâtiment, qui est une ancienne salle d'harmonie du 19e siècle, donc le prototype même d'un bâtiment bourgeois, dans un parc originalement fermé,
Et aujourd'hui, c'est un bâtiment qui sert à faire des fêtes populaires, qui était largement dégradé. Le parc n'a plus aucune grille et il est rendu à la population. Donc une partie du programme, c'est augmenter cette disposition sociale du bâtiment et de trouver les manières de donner une essence particulière à ce programme qui en fait est comme du sable quand il tombe dans nos mains. Deux éléments vont être nécessaire pour nourrir. C'est à la fois se poser la question, qu'est-ce que c'est un lieu qui ne doit donner aucune image de symbolique cultuelle, donc c'est ouvert à toute la population et à la fois ne doit exclure personne. Donc les musulmans, les juifs, on est dans le nœud des différents quartiers à cet endroit d'Anvers, on est sur la Mikkelsteenweg, donc vraiment l'entrée en venant de Bruxelles. Et éviter tout symbole. Le bâtiment est très bien symbolique. On est dans un bâtiment parfaitement symétrique avec un plan basilical. Et la réflexion va aller en deux temps. La dimension de la mémoire. La mémoire, elle va se matérialiser avec l'approche que l'on va faire avec différentes personnes, c'est-à-dire des philosophes, des philosophes politiques, des historiens de la religion, et aussi des sociologues. Et alors qu'il n'y a pas de passé dans ce bâtiment, sauf ces pierres, il faut trouver un élément qui est la matière du futur, donc quelque part créer la mémoire du futur. Ici, c'est une illustration qu'on va reprendre dans la présentation, ce sont les 60 journées de Martuirie, où chaque jour, elle produit un... Je suis vraiment désolé, mais c'est très désagréable, et ça me perturbe un peu. Voilà. Par l'accumulation d'éléments apportés chaque jour dans le quotidien, créer un substrat qui va être la vraie mémoire, donc le vrai patrimoine installé dans ce lieu qui est sans programme et sans passer dans son élément. Les grandes actions, c'est dans ce bâtiment basilical, c'est répartir l'espace de telle manière que l'on puisse placer des grands groupes. Ici, on a de quoi accueillir 800 personnes, identifier des espaces dans lesquels on pourra faire des petites cérémonies, type mariage, type enterrement, type toute rencontre de personnes. Mais l'élément le plus déterminant, l'image suivante, ça va être la décomposition de l'espace en rompant la symétrie. Donc créer une nouvelle dimension spatiale qui n'existe pas dans le lieu pour en fait permettre au corps de se positionner non pas dans un axe qui est vraiment imposé par le bâtiment, toute sa lumière impose ce raisonnement et permettre ainsi de provoquer et de mettre la personne en situation non pas par une architecture codifiée, mais par une appropriation de cet espace. C'est la maquette de présentation du projet, où on va voir la relation entre cette enveloppe, qui n'est plus que ça. Notre proposition va être de restaurer cette enveloppe, elle est l'interface avec la ville. On va se concentrer pour projeter cette valorisation patrimoniale sur cette matière-là, pour alors libérer tout l'espace intérieur dans une nouvelle composition spatiale. C'est un débat, il n'y a pas de polémique à faire dessus, c'est un choix. On a pris des éléments de base à travers des éléments qui sont vraiment l'essence de nos convictions. Notre conviction dans ce projet, c'était de créer un lieu qui n'existe pas, avec une matière qui n'existe pas, et de donner une dimension dans laquelle quelqu'un pouvait se projeter. Enfin, quelqu'un ou une société pouvait se projeter. Les résultats font qu'on n'a peut-être pas répondu à la question patrimoniale avec suffisamment de correspondance à ce qui est attendu. Voilà. Le parallèle qu'on va faire avec le projet suivant, il est assez intéressant. C'est l'espace intérieur avec cette coupe dissymétrique. Le rapport, la modification aussi des lumières, le champ arrière, c'est des captages de la lumière du nord pour trouver des profondeurs par rapport au parc. Je n'ai pas parlé du parc, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce projet, mais l'essentiel, je pense, est dit par rapport aux convictions. Le deuxième projet, c'est un sujet qui nous a assez bien perturbé. On est à Liège, sur les hauteurs de Liège, à Guélin.
C'est un ancien territoire des mines, donc des quartiers qui sont des résultantes de quartiers mineurs, des cités sociales qui ont fait suite à la fermeture des mines. Donc là, ici se trouvaient tous les puits d'extraction. C'est le premier basculement de ce terrain, c'est-à-dire la fermeture des mines. La deuxième, c'est la grande percée qu'on voit ici, c'est l'autoroute qui vient de Bruxelles et qui va littéralement couper le quartier en deux, qui va provoquer la destruction d'éléments symboliques, donc c'est-à-dire l'hôtel de ville à l'époque, une église, et créer vraiment une scission entre ce haut de Liège, cette partie qui va être un peu délaissée, parce qu'elle fait partie de Liège, mais est un quartier originellement qui était autonome avant la fusion des communes, et qui vivait bien sûr à cette époque-là encore des restes, des dernières traces de la présence de la mine. La question qui nous est posée là-bas, c'est une mosquée. Donc la communauté turque de Liège vient nous trouver, ainsi que d'autres architectes, pour leur proposer des idées pour une mosquée. Ils ont un terrain qui est enclavé, si je ne me trompe pas, ici, oui, qui est face aux anciens charbonnages, qui est là. En fait, ils ont ce terrain-là parce que quand ils sont actuellement dans la commune voisine, mais la commune voisine leur a proprement fait remarquer qu'ils préféraient qu'ils aillent construire à Liège. Ils ont été accueillis à Liège sur ce terrain-là. Ils ont fait plusieurs procédures et nous ont questionné encore une fois qu'est-ce qu'un architecte, une architecture peut proposer à une question cultuelle. Question effectivement qui nous a beaucoup perturbés, qui nous a amené à non seulement aborder toute nouvelle connaissance sur l'histoire de l'architecture musulmane et principalement islamique, comprendre les raisonnements de l'islam pour essayer de comprendre les besoins d'une mosquée, mais aussi comprendre le quartier. On a évoqué, comme cette étoile l'indique, les grandes ruptures qui ont été provoquées par l'autoroute, l'abandon du charbonnage, la proximité, la voisinage, c'est des quartiers résidentiels, la présence d'un Ravel, la présence future d'un énorme hôpital à Liège qui va être le rassemblement de différents éléments qui sont disséminés sur le territoire. Donc on est en fait dans un terrain très actif et où seule la simple question de la mosquée est est une composante parmi d'autres, dans la mesure où, alors que, petite parenthèse, on est en plein débat sur les minarets en Suisse, et bien sûr que la question c'est minaret, pas minaret, donc dès qu'on parle de ce projet, c'est est-ce que vous allez faire un minaret, est-ce que vous n'allez pas faire de minaret, est-ce que vous allez faire une coupole, est-ce que vous n'allez pas faire de coupole. Et à la rigueur, cette simplicité de question nous a un peu déstabilisés sur qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va leur proposer à cette communauté alors qu'on n'a pas tous les éléments. Et ils ont quelque part aussi égrené un petit peu leurs besoins. Ils nous ont jamais dit on veut pas, on aimerait bien savoir, on veut des idées. Nous on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va leur proposer comme projet? On ne sait pas faire une mosquée. Pour nous la question du minaret, et elle a été confirmée par d'autres personnes, c'est pas essentiel. Historiquement on sait que le minaret n'est pas présent dans toute l'architecture islamique. Elle est très vernaculaire, donc qu'une mosquée qui soit construite en Asie, en Extrême-Orient ou au Proche-Orient ou au Maghreb n'a pas du tout la même composante de racines, et donc son expression architecturale est excessivement vernaculaire. Et alors apparaît peut-être la question ici, pour nous, mais quelles sont les composantes humaines, vernaculaires d'une société? Eux nous disent, il faut répondre à cette demande des plus anciens qui veulent cette image. Il faut trouver cette solution où les références à Sinan, aux principales mosquées qu'il a construites, que ce soit la mosquée bleue, soit présente. Nous, si on observe ça, qu'est-ce que ça nous fait dire sinon qu'il parle de lumière, il parle d'espace, il parle de présence, il parle du rassemblement, il parle bien sûr de la puissance, de la présence, mais enfin ça je pense que toute religion l'a toujours traduit à travers ces monuments religieux. Et peut-être image suivante. Il y a, oui, ça c'était aussi une image un peu anecdotique parce qu'on parlait de minaret et en fait on faisait un peu le lien avec l'ancien paysage de cette zone de mine. Mais voilà, on n'est plus fonctionnel en Belgique. Il faut que ça serve à quelque chose. Petite image suivante aussi, j'essaie de retrouver. Voilà, oui, une des composantes aussi qui était très intéressante et complexe, c'est la difficulté d'une mosquée. C'est des circuits qui sont très complexes. Enfin, on ne va pas essayer de décomposer ce programme, mais il y a des choses que l'on doit faire, des choses que l'on ne doit pas faire.
souvent les trucs, ce qu'on ne doit pas faire sont très clairs. Mais cette logique de fonctionnement est assez riche et intéressante parce qu'elle est un peu comme un itinéraire, un labyrinthe dans lequel il faut trouver la clé pour passer dans la pièce suivante. Mais c'est peut-être l'image suivante aussi. C'était les recherches sur le positionnement, parce qu'il y avait la rue. Qu'est-ce qu'on met à rue? Est-ce que c'est la salle principale? Est-ce que c'est les hommes qui veulent voir la rue? Est-ce que c'est les femmes qu'il faut cacher derrière, mais montrer que les femmes sont cachées? Et on arrivait à ce schéma-là. Voilà ce qu'on leur a proposé. Tout ce qu'on a pu décortiquer de leurs demandes, de notre lecture, de notre compréhension, était repris dans ce schéma-là, avec une proposition qui était celle de la dimension spatiale. Ça, c'est une maquette de positionnement des grands éléments, on sent, qui à la fois symbolise certaines dynamiques du programme, mais aussi l'importance. Donc, bien sûr, la salle de prière, c'est le grand volume, avec tous ses accompagnements. Et à l'avant-plan, c'était la salle des hommes au rez-de-chaussée, la salle des femmes à l'étage. Et la longue barre sur le côté, c'était toutes les écoles de devoirs et aussi les ablutions, donc les fonctions qui amènent graduellement vers la salle de prière. Voilà. Nous, on a fait des recherches spatiales sur base, encore une fois, des éléments. Qu'est-ce que c'est la lumière pour eux? On n'avait pas d'idée, on a proposé tout ce qu'on avait comme réflexion. Et je pense que c'est un projet qui était d'une extrême richesse pour nous. Parce qu'en fait, à un moment donné, il a fallu faire le choix. On ne leur propose pas de projet. Peut-être qu'on va se tromper en leur proposant un projet. Peut-être qu'on va se tromper en ne leur proposant pas de projet. Mais on a fait un travail qui était de réelle recherche, autant sur le plan humain que sur le plan spatial. Enfin, ça fait partie de chaque démarche architecturale. Mais c'était... Enfin, j'aime beaucoup... je suis presque à la fois un peu ému de parler de ça, parce qu'il y a cet élément qui n'aboutit pas, mais qui nous a fait un niveau de questionnement qui va nous servir encore. Donc c'est dans ce bagage que l'on se crée aussi dans chaque démarche qu'on trouve cette matière dont on veut parler aujourd'hui. C'est des schémas qui accompagnent aussi la synthèse quand même de certains éléments spatiaux. On avait des propositions, mais on voulait débattre. On aime beaucoup ça. Voilà, on va changer complètement d'univers, puisqu'on est ici dans une petite ville wallonne qui est Namur. Enfin, on n'est même pas à Namur, on est à Bouge, donc c'est l'entrée de Namur. On change de registre aussi au niveau programme, c'est une banque. Et donc, comment dirais-je, une banque qui s'appelle la Dexia a à un moment donné en son sein un architecte qui s'appelle Marc de Vreil, qui est assez proche de la pension, il lui reste 3-4 ans, et il souhaite travailler et faire en sorte de produire des agences bancaires en confiant le travail à une série d'architectes avec lesquels il pense qu'il pourrait, comment dirais-je, creuser tout ce qu'il a pu faire pendant une grande vingtaine d'années, 25 ans je pense, de carrière à la Dexia. Et donc il se fait qu'à un moment donné, une série de commandes vont se faire avec Georges-Éric Lantais, Mario Gazzaniti, et ils viennent nous trouver pour concevoir une agence. Alors, une agence bancaire, c'est, comment dirais-je, c'est un commerce, c'est un simple commerce, mais nous, on était assez curieux de travailler sur ce sujet. Il se fait qu'on est dans un dispositif de rue, de village-rue, à l'entrée d'une ville de moyenne importance, et donc ce type de site est tout à fait prisé par comment dirais-je, la gérance bancaire, puisque là vous pouvez vous garer facilement, venir faire des transactions rapides et repartir. Ok. Au niveau d'un programme, sur le document suivant, on va voir apparaître un organigramme, et si on traduit cet organigramme, progressivement, on va vite voir que l'endroit comment dirais-je, du self-banking est très très petit. Il faut très peu de surface, et tout le reste, c'est des surfaces dévolues à comment dirais-je, à l'accueil dans des bureaux spécifiques. Voilà, donc il y a une panoplie de bureaux. Les niveaux sécuritaires sont descendus très bas, et donc on peut circuler plus librement dans les agences bancaires aujourd'hui. Et nous, ça nous intéressait à la fois les flux humains, donc comment les gens circulent, comment l'organigramme peut être lu à l'intérieur du projet, mais aussi, dans le document suivant, on va voir que comment dirais-je, de ces schémas, plan et coupe vont se ressembler très fort. Donc, globalement, en plan, on a besoin d'une surface très très faible pour le self-banking.
et de surface très, très grande, qu'on situe plus vers l'arrière, bien sûr, par nature au niveau des flux, pour tout ce qui est bureau. Et en coupe, on retrouve le même dispositif, et il est possible qu'on imagine un espace central le plus vide possible, permettant de lire tous les fonctionnements. Ça nous intéressait aussi parce que on pense que le lien qui se crée au niveau professionnel entre les différents acteurs ou les occupants d'un lieu, si effectivement on peut démontrer les différents circuits, les différentes démarches et les différentes actions qui sont menées au sein du bâtiment, créer un lien humain plus fort et sans doute des conditions de vie supérieures. Dans le document suivant, on voit apparaître ces premiers schémas, ces premières esquisses d'un espace qui permet à la fois de distribuer horizontalement et verticalement. Dans le dispositif général au niveau du terrain, ici on avait, je vais prendre le crayon, donc on a cette rue, on est dans une parcelle qui est très très vaste, avec un siège central pour l'ensemble de la province au niveau bancaire, et une ancienne conciergerie transformée en petite agence de banque. C'est cet élément-là qui va être transformé. Et en disposant la forme trapézoïdale que vous voyez apparaître, on va tester toute une série de souplesses et de mouvements pour rendre cet élément libre sur son socle. On garde les caves parce que c'est comment dirais-je, les coffres, voilà, les coffres de la banque, et on essaye un mouvement libre autour de ça. Dans le document suivant, voilà, on voit apparaître des premières maquettes de cet objet. On cherche effectivement à ce qu'il y ait une très grande densité d'un objet qui puisse alors articuler une partie de la séquence urbaine. Et donc ce volume va être, il y a je pense 60 maquettes, quelque chose comme ça, et ce volume va être tout le temps disserté pour arriver à le condenser, et à la fois vous sentez qu'à l'intérieur il est vidangé par la petite base et la grande base, de telle manière à créer une espèce d'optique, et on va y revenir, donc de champ de regard si vous voulez, de perception. Dans le document suivant, on voit apparaître aussi un autre aspect assez spécifique du travail qu'on tente de mener, qui sont des travaux de collaboration les plus approfondis possibles, pas seulement avec les entreprises ou avec les artisans, mais également, et c'est le cas ici, avec des artistes. Et vous verrez dans l'exposition des travaux de Jean Glibert, par exemple, Felten Massinger, ou de Pierre Toby, qui réalisent avec nous ce projet. Donc on a vite le besoin, si vous voulez, avec cette espèce de grand appareil photo, de se dire qu'on pourrait avoir des plans, des profondeurs de champ, etc., et qu'on pourrait traiter du sujet à la fois de la lumière, à la fois de la vision, non pas seulement avec nos outils à nous, mais questionné par comment dirais-je, la qualité très grande de cet artiste, par exemple, de faire collaborer un travail pictural et un travail spatial. Donc on avait été frappé par son travail à la galerie du Triangle Bleu à Stavelot, très, très, très bonne galerie, et dans lequel il y avait un travail d'ensemble qui avait été réalisé, et Toby avait, en plaçant 3 pièces qui sont des monochromes sur feuilles de verre, fait à la fois un travail spatial sans repérage d'axe, simplement il questionnait l'ensemble de l'espace, mais aussi une couture au sein des travaux des autres artistes. Vous savez, comme c'est compliqué des expositions dans lesquelles vous avez de multiples œuvres confrontées. Et donc, ce travail artistique, c'est aussi de notre part un engagement. C'est très simple de vous le raconter. Quand on propose ça à la Dexia, Marc Devray, cette personne dont je parlais tout à l'heure, se tourne vers nous en disant « Écoutez, j'ai dans ma carrière proposé 17 fois à la Dexia une œuvre d'artiste intégré, et 17 fois on m'a dit non. Alors pourquoi est-ce qu'on me dit non? Parce qu'il existe un service achat qui fait qu'on achète des œuvres, on les revend, et donc ce n'est pas transposable dans une œuvre fixée, si vous voulez, dans l'architecture. Et donc on lui a proposé un système qui était un bon de commande, dans lequel il faisait un bon de commande à l'artiste comme s'il achetait un photocopieur ou des articles qu'il peut acheter. Il y a un montant sur lequel il y a une liberté de signature. Et puis le reste du travail a été fait par l'entreprise elle-même. Et avec ça, on a pu effectivement être fortement accompagné par le travail de Pierre Toby. Sur le document suivant, on voit des photographies de ce bâtiment qu'on a fini il y a un peu moins d'1 an, et sur lequel, qui sont prises d'un ouvrage, et je vais revenir sur ça. Donc on a sorti un livre, et je vais parler dans un instant de la maison d'édition qu'on a fondée il y a 6 ans dans l'atelier, qui est le dernier volet dont je voulais vous parler en matière d'engagement ce soir, et donc, ou de conviction ce soir comme ça.
Donc ce livre qui s'appelle Outils est un ouvrage qui a été fait entièrement sur ce projet, avec des photographies de 3 photographes, avec Sébastien Redeke qui est rédacteur en chef de Pop Welt, donc la revue berlinoise, et donc qui est fait à partir de l'atelier. Et dans un livre comme ça, on répète nos procédures architecturales sont, si vous voulez, déclinées sur le plan du volet éditorial lui-même. Donc c'est un livre, par exemple, qui s'appelle Outils, et notamment ce nom fait référence au procédé qu'on a mis en œuvre pour fabriquer ce bâtiment. Vous trouvez des planches de détail très élaborées. C'est un livre anachronique, ou je ne dois pas dire anachronique, mais avec un flashback. Donc vous commencez par le bâtiment achevé, et puis vous remontez le chantier, et puis de proche en proche, vous rentrez dans les dossiers de conception, le permis de bâtir, etc., jusque la situation initiale avant qu'on arrive. Et aussi, c'est un livre inachevé dans sa forme, j'en ai un ici, c'est-à-dire, ce qu'on appelle en imprimerie un 21/24, c'est-à-dire il manque 3 étapes. Et grâce au fait que ce livre n'est pas coupé, qu'il n'a pas de couverture, et qu'on sent sa reliure, on peut percevoir ce qui serait effacé si on fait les 3 dernières étapes. On peut percevoir les mécanismes de conception, de réalisation. C'est un livre très complexe à mettre en œuvre, mais avec lequel on travaille au sein de l'atelier avec Pierre Goertz, qui fait un boulot extraordinaire, qui est responsable de cette maison d'édition, et avec les imprimeurs, par exemple AZ-Print ici, qui ont véritablement créé un objet en tant que tel. Alors, dans le document suivant, on voit apparaître un petit... On est dans les photos de Marie-Françoise sur l'intérieur du lieu. On voit bien le dispositif que j'expliquais tout à l'heure, de transparence, etc., de mode de circulation. Document suivant. Voilà les vues à rue, avec un bec en cuivre comme ça, et le reste est fait en pierre. L'artisan qui a placé ces pierres a renvoyé ses collaborateurs. Il a travaillé 4 mois seul parce qu'il voulait que ce soit parfait. Document suivant. Voilà les diptyques de Pierre Doby. Et le choix d'un matériau de vitrage qui diffuse. Document suivant. Voilà. Ici, Pierre va décliner quelques images d'un tout petit livre. Et donc, c'est vrai qu'on a imaginé, rêvé pendant des années, peut-être faire une revue d'architecture en interne. Et puis, l'appétit des ouvrages, enfin, toute cette question qui nous habite sur le fait que, pour pouvoir communiquer ce qu'on met en œuvre au quotidien, et l'intensité, la profondeur, et surtout les participations collectives qui nous permettent d'aller au bout du sens de ce qu'on veut mettre en œuvre, a appelé à un moment donné un dispositif qui a émergé d'un coup. C'était un 13 février, c'était en 2004. La veille, on avait construit une maison en acier, et le matin, on entendait à la radio à 8h que le bâtiment allait être rasé, que la commune voulait raser le bâtiment. De 8h à 8h à 10h, les juristes m'ont rassuré sur le fait qu'on ne pouvait pas le détruire, mais à 10h30, on fondait une maison d'édition au sein de l'atelier pour pouvoir continuer à avoir un outil, une caisse de résonance à nos réflexions. Il se fait que cet outil est devenu fabuleux et qu'aujourd'hui, on a publié une grosse vingtaine de livres, dont un tiers sur l'atelier, mais tout le reste sur des collaborations avec des jeunes architectes, des liens entre architecture et écriture, des travaux de collaboration aussi avec, par exemple, Bettina Goetz, qui était la commissaire du pavillon autrichien de l'architecture 2008. Donc, il y a toute une série de projets aujourd'hui, d'axes de projets, qui sont liés dans nos réflexions et dans nos pratiques au fait de pouvoir rendre compte, et ça, c'est autorisé, c'est permis, c'est même amplifié par cette douce folie, en fait, quand même, de fabriquer des ouvrages au sein d'un atelier d'architecture, puisque c'est aussi les architectes eux-mêmes qui les fabriquent, qui y contribuent fortement. Voilà. J'en viens à ceci. On est sur ce bâtiment dont je parlais tout à l'heure, et on voudrait aborder le thème de la matière, le thème de construire. Pierre va prendre le relais dans un instant. Moi, j'avais noté un tout petit texte aussi, toujours dans mes lectures, autour de ce thème, et où on retrouve Antonioni qui dit « Il est exact, dit-il, que je suis à la recherche d'un style ». Je pense que Pierre va y revenir en fin d'exposé. « Je pense qu'il faut toujours trouver pour chaque film, dit-il, un langage original, et cela ne concerne pas seulement la façon de cadrer ou de construire les séquences,
mais un peu tout le matériau, dit-il, dont on se sert pour un film, la photographie, le son, les bruits, la musique, les acteurs. Et donc, ce matériau, cette question du matériau, nous, si on l'illustre, on va prendre ici une topographie similaire et deux attitudes très très différentes. Donc, c'est des terrains très pentus sur lesquels on va agir de manière très différente. Dans ce cas-ci, on interroge la grande industrie pour produire un bâtiment low cost de 200 000 euros. Et on interroge la grande industrie, donc ce qu'elle est capable de produire, comment on peut faire glisser des technologies, notamment des technologies de bateau. On va voir progressivement apparaître le volume d'une maison qui est construite un jour d'intempérie en 7 heures et qui va générer le livre dont je parlais tout à l'heure. Voilà, Pierre, je te propose de poursuivre. La question de la topographie est un enchaînement un peu facile, mais le paysage, le territoire est un élément qui est effectivement prépondérant dans le choix, dans la manière d'aborder les matériaux. Le matériau, on l'évoque maintenant alors qu'on parle de la construction. Bien sûr qu'il apparaît beaucoup plus tôt parce qu'il fait partie d'un aliment qui apparaît sans doute parfois immatériellement, ce qui est un peu un paradoxe avec la matière elle-même, mais dès que le contexte rentre en jeu, image suivante, il est assez intéressant. On est ici tout au sud de Bruxelles, à l'extrémité de Uccle, donc on est avant le Bourland. Dans un contexte de paysage, c'est un petit terrain, donc on est à Uccle, un tout petit terrain très exigu, mais qui est noyé, on est au bord du Verwinkel, donc on est dans une zone Natura 2000, donc on est dans la nature, on est vraiment au bout du bout de l'urbanisation de Bruxelles, et l'ouverture qui nous est offerte par ce terrain, c'est le paysage sur ce début de la campagne de la périphérie bruxelloise. Comment aborder un terrain qui est incliné, qui est assez compliqué? On va d'ailleurs être très vite confronté à des complexités. Le schéma supérieur, c'est la composition traditionnelle d'un bâtiment. On creuse, on fait une dalle de fond ou un radier ou des fondations, et puis on met des murs. Ici, on a des problèmes parce que le terrain est en pente. Donc la première chose à faire, c'est de rajouter la terre, et puis de creuser ce qu'on appelle des murs de soutènement, donc c'est des murs blindés, donc c'est une personne qui va descendre, ça fait 80 cm de large, et il va descendre à 8 mètres de profondeur, comme ça, avec une petite pelle et un petit seau, et remonter, pendant qu'il met 2 étançons en béton, et puis après on va coffrer du béton. C'était le seul moyen de retenir cette terre sur ce tout petit terrain où le voisin qui est au sommet du terrain était très très proche et qu'il fallait être très prudent avec lui. Et ça va devenir la fondation. C'est pour ça que le schéma est trouve assez intéressant, parce que il y a la matière bien sûr du choix du matériau qui va servir à la représentation du bâtiment, mais il y a aussi la manière de le construire. Donc la manière de le construire, elle vient des contraintes du terrain, d'une technologie qui est celle du génie civil dans ce cas-ci, et on va faire les murs avant de faire les sols. Et le bâtiment va commencer à monter sur cet élément qu'on a finalement sorti de terre après l'avoir enterré volontairement. Image suivante. Le projet, donc, c'est un projet de 4 niveaux qui part du sol. Là, c'est le niveau rez-de-chaussée, au niveau de la rue. Le sommet du terrain est au sommet de l'image. L'étage des voitures. Le premier étage, les chambres. Une des particularités du terrain, c'est qu'on va retrouver ce qui s'appelle un losweg. Ce n'est pas une servitude de passage, mais c'est un droit de passage que le voisin supérieur habitant au-dessus a pour évacuer ses fruits, tous les éléments fruitiers. Donc il y a un passage, une mise à distance par rapport à la rue, la création d'un petit pont, on va le voir apparaître dans les images suivantes. Les chambres des enfants, on est toujours sous terre ici. Niveau suivant. On arrive hors sol maintenant, avec un grand positionnement vis-à-vis du paysage. La façade est totalement ouverte ici, la façade de la cuisine aussi. On va retrouver une grande ouverture à l'arrière alors qu'on est dans le paysage, mais ce contraste va offrir une profondeur entre une partie là, l'infini du paysage, et les limites de cette densité végétale que l'on retrouve derrière les bâtiments. Et le dernier niveau qui va suivre cette composition-là avec un bureau professionnel à ce niveau-ci qui lui vraiment
est un vrai mirador sur le paysage. La coupe, c'est la traduction de ces éléments-là, de cette forte déclivité sur un tout petit terrain, la manière de construire ces éléments-là, de se positionner alors niveau par niveau par rapport au paysage, que ce soit le paysage humain, le paysage naturel. La matière, donc on parlait du paysage, on est dans un espace de verdure, et la brique et le verre, ça peut se résumer à ça, ce sont les deux composants de ce projet-là. La brique, on essaie de tirer le maximum de son parti pour la rendre très expressive, mais très expressive en confrontation au paysage, c'est-à-dire avoir une capacité d'accrocher ce paysage, c'est-à-dire autant le joint est marqué ici, donc ces joints, ce sont des briques qui sont posées, le maçon ne doit pas couper son joint, il doit au contraire tout faire pour que son joint déborde et se stabilise et ne plus toucher, ce qui est un paradoxe, encore une fois, pour un maçon. Et, il a fallu un petit peu les coacher avant de faire cet exercice-là. Mais c'est un jeu, je pense, auquel ils se sont pris, et le résultat, je pense qu'ils en sont très fiers. Et donc c'est cette matière qui déborde va non seulement accrocher la lumière, elle va accrocher la végétation, donc on espère voir cette façade, ces briques évoluer en un élément qui reprend la matière. Voilà un petit défilé d'images du contexte avec le terrain. Alors on commence à désigner les murs, les premiers niveaux sortent de terre. Le projet sera terminé d'ici la fin de l'année. On va apparaître les premiers éléments de briques. La façade vitrée, qui elle joue, on voit bien sur cette image-ci, vraiment l'effet de réflecteur du paysage. Et cette tension entre la partie d'absorption du paysage et de renvoi du paysage, et cette matière qui nous est vraiment offerte par l'environnement de cette maison, si on parle de ce sujet. On n'a pas pu s'empêcher de mettre une photo du Max. Mais maintenant, ce qu'on voulait, c'est dans ce document photographique-ci, donc on est au Grand Ornu, c'est le seul l'image qu'on a sélectionné de ceci, on voulait évoquer un autre aspect de la partie construite et des enjeux finalement de la commande. Il y a deux éléments qu'on voulait vous présenter, surtout le théâtre qu'on va construire, on espère, commencer d'ici la fin de l'année à Liège, qui est le futur théâtre de la place. Mais sur ceci, je voulais juste pointer une chose qui est dans les débats énormes, l'espace de frottement entre des projets et ce que la société nous renvoie. Il y a bien sûr, et c'est pas au Bruxellois qu'on comprend très bien, la question du patrimoine est souvent au cœur des préoccupations de tous les projeteurs, si vous voulez, que ce soit la maîtrise d'ouvrage privée, publique, les architectes certainement, etc., dans des enjeux qui sont parfois complètement démesurés, passionnés. Nous, on oppose, on aimerait plutôt refléter cette dimension-là à travers une autre terminologie qui est celle de la mémoire. En fait, patrimoine n'est jamais qu'une formulation de la mémoire. La question de la mémoire, elle est tout à fait essentielle pour les sociétés. Il faut préserver les éléments de la mémoire. Il se fait que dans la mémoire, et c'est pourquoi je montre cette photo, la question les grands débats qui ont animé le fait de monter un équipement de cette nature, de grande taille, un musée des arts contemporains dans un site classé au patrimoine majeur au niveau national, effectivement a posé énormément d'embûches, de questions et de débats, et dans lequel le propos qu'on essayait de développer, de défendre, si vous voulez, d'argumenter, était de dire qu'on croyait dans l'histoire des attitudes avant l'histoire des pierres. Donc pourquoi un site comme le Grand Ornu apparaît, pourquoi tel et tel élément architectural apparaît, eh bien il se fait que ça traduit les énergies des hommes et des femmes, les convictions d'un moment, d'une époque, les technologies, tout ce qu'on veut, mais surtout le moteur humain. Nous, architectes, on n'est jamais la source d'un projet. On n'est jamais que des accompagnants, des illustrateurs. La source fondamentale, elle est toujours ce qu'on appelle la commande, c'est-à-dire le commanditaire. Et donc, cette question-là, elle a son histoire propre, et il se fait que quand on construit un site comme le Grand Ornu, bien sûr, en préserver les signes, c'est essentiel, mais en préserver surtout les fondements, les moteurs qui ont porté un projet comme ça à un moment donné, c'est ce qui nous a permis à un moment donné de créer un échange entre eux, un échange,
entre deux identités différentes, mais c'est comme ça que l'échange a lieu entre une identité mémorielle, si vous voulez, de la mémoire, et puis les convictions qu'on avait, Laurent Busine et toute l'équipe qui l'accompagnait, et nous, de fonder un nouveau musée, un musée d'aujourd'hui. Et donc, c'est à travers ces deux entités-là que l'échange a pu être assez collaborant. Et j'ajouterais juste une petite chose, c'est qu'on a fait récemment, pour me faire comprendre, une maison sous les hauteurs de Liège. En fait, on est venu nous trouver à propos, je n'ai pas pris d'image parce que j'y ai pensé il y a 2 minutes, là, mais qui est une maison clé sur porte. Ceci, c'est le plan de clé sur porte. Quelqu'un, une famille, commande une maison avec ses options il y a 10 ans, sans au fur et à mesure du temps qu'elle ne leur correspond plus, pas seulement en termes de taille, mais surtout en termes d'esprit, c'est-à-dire ils ont une fenêtre grande comme un terme repose sur un paysage splendide, ce qu'ils ont voulu, ils n'ont pas obtenu, et de toute façon, le produit ne correspondait plus à leur manière de réfléchir. Et en fait, ils cherchaient quoi? Ils cherchaient un échange, un type d'un dialogue avec un architecte pour pouvoir produire quelque chose. Ils demandaient de faire une extension, chose qu'on n'a pas faite, mais je vais raccourcir l'histoire, simplement au profit d'une autre dimension, d'un manteau placé autour de la maison. Je dis ça parce que ça, c'est un propos de mémoire. On voulait garder la mémoire d'un lieu. Il se fait que cette mémoire était de 10 ans, elle n'était pas patrimonialisable, mais elle était tout à fait essentielle. Voilà, c'était le point sur lequel je voulais revenir sur ce document. Le projet suivant, c'est sans doute notre actualité la plus chaude, c'est le théâtre de la place à Liège, à l'Émulation. Le chantier, on croise les doigts, devrait débuter la fin de cette année. C'est un bâtiment classé, partiellement classé. Les lieux font partie de la mémoire collective de Liège. Ici, c'est une trace des aléas de cette mémoire où en 1914 le bâtiment est incendié. Le bâtiment initial, qui se trouvait déjà à la place du Vintou, pratiquement au même endroit que le bâtiment sur lequel nous travaillons, avait été créé en 1779, c'était à l'époque des Lumières, où un prince évêque éclairé a mis en place cette maison d'émulation pour promouvoir les arts et une forme d'ouverture à la population, selon les termes de l'époque. On est quand même à une époque très, très libérale. Voilà, je montrais cette image parce qu'en fait c'est une première rupture du temps. Un bâtiment va être construit en 1934, on va se faire l'image suivante. L'image elle date des années 50, le bâtiment là est à sa période la plus vivante. Donc le bâtiment est reconstruit en 1934 dans un style totalement néoclassique, à la demande expresse de tout l'environnement, qu'il soit politique ou même au sein de cette société. Alors que le bâtiment est construit d'une manière tout à fait contemporaine, c'est du béton, c'est ventilé, c'est hygiéniste, voilà, on est juste dans un système de décor et d'une forme de démonstration du pouvoir, en tout cas de la présence dans la cité, qui tient du décor et qui nous ramène un petit peu à la dimension de la façade, au sens propre du terme. On utilise souvent cette image pour présenter le projet, parce que l'expression, et d'ailleurs la seule expression qui reste à travers cette mémoire collective, c'est cette façade qui est totalement noircie par la population et qui s'efface. On est en face de l'université, dans un milieu de grand passage, mais généralement l'émulation c'est bien en face de l'université. Voilà. C'est important cette notion de façade, parce que ça fait partie des rares éléments qui sont placés dans un bâtiment, que je rappelle est de 1934. Le contexte de la salle, une partie classée, donc c'est une salle conférencière qui a été conçue comme ça. Les rideaux sont tirés, mais ce sont des grandes fenêtres, donc c'est-à-dire qu'on a de part et d'autre de cette salle-là des grands éléments vitrés qui donnent sur une cour, qui donnent sur le vestibule, qui donnent sur la rue. C'est une des volontés de l'architecte à l'époque, mais bien sûr c'est un élément qui est totalement contradictoire avec le besoin du théâtre de la place. Un autre élément complexe, c'est le contexte général, donc le bâtiment. On voit une petite tache rouge, on voit l'université, la façade de l'université, et juste devant, nous avons le bâtiment, la façade arrière de l'émulation. Le théâtre de la place, les besoins, c'est déménager au plus vite de ce bâtiment provisoire qu'ils occupent depuis les années 70, parce qu'il pleut partout dans le bâtiment. Mais c'est 7000 m² à installer dans celui-là. Le bâtiment actuel dispose de 3200 m², grosso modo, et la procédure, ça va être l'expropriation
d'une série de bâtiments, l'agrandissement de la cage de scène existante, ça c'est la salle existante, et tout d'un coup, grâce à ce jeu de besoins et son inscription dans le tissu urbain, c'est arrivé, grâce au nouveau programme, à donner une image de présence du bâtiment dans la ville. Donc créer une forme d'espace intérieur où on va se retrouver sur une rue, la rue des Carmes, la place du 20 août, avec le programme d'une petite salle de répétition qui, elle, va devenir l'expression du théâtre contemporain, sans chercher à caricaturer, alors que le bâtiment existant va garder son identité d'accueil. C'est une manière d'interpréter, de réinterpréter, de prolonger la question de la mémoire par rapport à un usage public. C'est une vue en plan excellente, mais qui montre un peu l'emprise. Voici, ça c'est le bâtiment existant, et ceci c'est le nouveau cœur de scène, l'accès des décors, les ateliers, la salle du cercle de Beaux-Arts, et tout un univers qui va graviter autour de ce nouveau théâtre, avec l'expression ici au premier étage, la petite salle, les salons qui sont restaurés dans un caractère originel qui n'était déjà pas un caractère originel d'époque, donc qui nous met toujours un peu dans une situation de déséquilibre, mais de pouvoir, pour nous, travailler sur le bâtiment, c'est remettre d'une certaine manière les éléments dans leur contexte et dans leur justesse. C'était une photo qu'on avait envie de vous montrer, c'était un petit peu en parallèle du propos, mais elle illustre dans la matière la dimension spatiale de la création spatiale, de cette maquette à grande échelle. Donc on est au 50e dans cette maquette-ci. Voilà de ça, un travail qu'on a fait avec des menuisiers. C'est un outil qui va servir à aller vers le patrimoine justement, au moment où on va faire ce permis de bâtir et d'arriver avec des arguments et une mise en espace dans laquelle chacun pourra se retrouver. On arrive presque au bout, on va vous montrer deux choses ici et puis on passera aux conclusions. Donc très rapidement, ceci j'ai deux images. On est dans des campagnes, il y a une petite maison sur la gauche, je vais prendre une petite maison sur la droite ici, voilà, qui fait partie d'un petit ensemble. Il y a un arbre remarquable ici qui sert de repère pour les avions, et il se fait que la personne qui habite cette maison que j'avais transformée au début des années 90 a un problème de bruit parce que le revêtement de la voirie, surtout le trafic a augmenté, et donc elle demande à protéger cette maison. Et j'en parle pour deux raisons en fait. Enfin, on souhaitait me montrer ces deux documents pour deux raisons. La première, c'est qu'on fait dans le domaine du choix, on fait des choix aussi de faire des objets de toute petite taille. Bon, on essaye, vous allez le voir, de les utiliser à d'autres fins, mais il se fait qu'on veut garder une partie laboratoire qui permet de tester toute une série de situations dans des temps beaucoup plus courts que des temps constructifs de grands projets publics. On veut garder aussi une proximité vis-à-vis de préoccupations de simples familles ou de personnes qui nous souhaiteraient nous confier des réflexions. Et donc on veut garder des choses de très petite taille, c'est assez important à dire. Et il se fait que dans ce projet-ci, on a pu également expérimenter, outre le projet qu'on va voir sur le document suivant, qui est un mur que vous verrez exposé dans l'exposition dans quelques instants, qui est donc un mur anti-bruit qui supprime 13 décibels, donc c'est énorme, la chute de décibels est énorme. C'est tout un système de préfabrication et qui sert en même temps de prototype au projet qu'on voit juste après, qui se trouve à proximité de la maison en briques qu'on a vue tout à l'heure. Donc on est également à Uccle, voilà, c'est cette parcelle avec cette maison qui ressemble fort à des maisons du bord de la mer, comme ça, des années 50, et sur lequel cette famille nous demande de voir si on peut intervenir, s'il faut raser, garder des parties, etc. Vous entendez qu'on est souvent confronté à des questions de complexité, de garder ou non des éléments. Et il se fait qu'ici on va garder un seul noyau, on va le voir dans le dessin suivant. Ces noyaux colorés lilas, je dirais, voilà, ici autour. Et les premières attitudes qu'on a sur ce projet sont de créer un cercle à l'intérieur duquel on pourrait composer. J'avoue que je vais voir un peu du côté de Mondrian les compositions qui m'intéressaient assez fort, notamment dans un passage traversant comme ceci, de bout en bout, et dans une dynamique
de séquences et contre-séquences à travers les fenêtres existantes et les nouvelles baies intérieures. Document suivant, ça s'amplifie sur ce document-là, on voit très très bien les deux trajectoires, donc celles qui sont traversantes dans ce sens et des séquences spatiales dans l'autre sens. J'étais aussi très intéressé par un feuilleton des années 50 ou 60, plutôt que j'étais tout jeune, et gamin, et un feuilleton policier dans lequel la caméra traversait des parois. Je ne savais pas que c'était un studio et je ne savais pas ce qui se passait, mais j'étais très intéressé du passage d'une séquence à l'autre à travers un élément comme ça, et c'est ce qui a un peu influencé. Maintenant, dans ce document-ci, on voit aussi un endroit où on s'est arrêté, on n'a pas fait comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré que la parcelle, et ça fait partie de nos moteurs également, la parcelle, quand bien même elle est circonscrite, elle est privée, etc., fait partie toujours d'une dimension paysagère plus grande. Donc, par exemple, il y a des propos que je trouve vraiment très interpellants de Paul Nix, par exemple, en Belgique, ou d'Artigas au Brésil, mais qui parlent beaucoup, enfin, qui considèrent que comment dirais-je, la parcelle, c'est le monde, c'est très éloigné de ce qu'on veut faire. Et donc, on va déformer, dans l'image suivante, on va déformer le volume, lui donner toute une série de facettes pour lui permettre de rentrer à nouveau dans le paysage et non pas de l'exclure. Document suivant, on a alors un pentagone irrégulier qui apparaît. Document suivant, voilà, qui va se traduire dans un travail sur l'intimité, c'est-à-dire c'est l'usage d'un matériau micro-perforé qui est de l'aluminium, mais c'est des perforations industrielles très simples. C'est un chantier à sec, comme on appelle ça, donc c'est un chantier qui est fait à partir d'ossature d'aluminium, tout est fait à sec sur la base d'une fondation, et où on retrouve les thématiques qu'on avait dans le mur anti-bruit, et donc le fait de pouvoir se servir de certains petits projets pour aller vers des plus grands, et aujourd'hui on construit pour le théâtre, on fait une nouvelle maison dans laquelle on utilise les procédés qu'on mettra en œuvre d'ici quelques mois dans le théâtre. Ce sont des moteurs très très puissants pour aller au cœur de l'expression qu'on souhaite mettre en œuvre. Document suivant. Voilà, avant de céder la parole à Pierre, oui, je pense que... Oui. On voulait illustrer à titre de synthèse, donc, quelque part de conclusion, de l'exposé, le manège, parce qu'on y trouve certainement la majorité des éléments dont on vous a parlé, et une donne qui est aussi particulière, dépendamment d'un budget très restreint, c'était un délai d'exécution, de réalisation, de conception excessivement court. Donc grosso modo, le concours c'est en février 2002, le résultat en mars 2003, le permis de bâtir on l'a en juillet 2003 et le chantier commence en décembre 2003. Donc du concours à la signature du contrat avec l'entreprise, c'est 10 mois. C'était une dimension qui était très intéressante parce qu'en fait elle nous obligeait à aller à l'essentiel. Et un des éléments qui recoupe un peu ces éléments de contrainte, on évoquait tout à l'heure la coupe à travers Tarkovsky, c'est faire des choix et d'aller là où, dans ce cas-ci, avec une forme d'efficacité, là on va trouver la réponse à ce qui nous est demandé, et que cette réponse à ce qui nous est demandé, c'est nous qui la formulions, et pas ceux qui demandent la réponse. Peut-être une suivante. Voilà, on est dans le contexte, on est à Mons, c'est un ancien manège. L'îlot, donc l'ensemble de ce qui est coloré, c'est en fait un ancien îlot militaire, casernement. Aujourd'hui, il reste un petit peloton de fonction, tandis qu'avant c'était 5000 hommes, 5000 chevaux. C'est l'abandon de cette caserne, enfin en tout cas du personnel de cette caserne, qui va le voir se faire acheter par la ville de Mons. Le bâtiment est totalement isolé de l'environnement urbain, c'est-à-dire que le périmètre est entouré par un mur. Et aujourd'hui, à l'époque où la question nous est posée, c'est de rendre une partie de la visibilité du bâtiment. Et cette visibilité, on va la trouver comment ? Par la création d'une entrée, d'une identité. Et qu'il n'y ait pas de confusion entre l'outil, c'est-à-dire la salle. La salle, en deux mots, ce qu'on voulait, c'était de pouvoir dire vous n'avez pas de théâtre. Donc les gens, le centre dramatique de Neuilly à l'époque, n'avaient pas de théâtre. Ça faisait une vingtaine d'années qu'ils existaient, ils n'ont jamais eu lieu. Donc ils ont chaque fois fait ça dans des hangars froids, dans des caves humides. Et pour la première fois, on allait leur proposer un théâtre
dans le cadre d'un concours, c'est-à-dire où le niveau d'échange est très court avec cet utilisateur, qui n'est pas non plus le maître de l'ouvrage. Et moi j'aime bien parler de ce projet-ci parce que justement il va illustrer à travers son efficacité la manière d'aller droit là où quelque part on nous a demandé d'aller, et la preuve qu'on a bien compris la question qui nous est posée, si elle correspond. Et aujourd'hui, je pense qu'elle correspond encore parce qu'on a encore d'une certaine manière une forme de merci pour ces lieux et la chance de pouvoir l'accompagner dans le suivi de son aménagement. Les grands principes, juste pour situer en quoi ce bâtiment est efficace dans son raisonnement et dans sa conception. Le gris clair, c'est les limites du périmètre, les limites du manège. 50 mètres de long, 20 mètres de large, plus ou moins. La black box qui rentre perpendiculairement, après avoir essayé de jauger, qui va libérer deux espaces, c'est-à-dire la salle de répétition. La salle de répétition et ici tous les espaces d'accueil avec les accompagnements dans des bâtiments neufs. C'est-à-dire que l'échelle qui nous est offerte par le manège, sa charpente, sa dimension, est laissée pour les espaces diurnes. Tandis que tout l'espace et toute la mécanique scénique, elle, est dans son nouvel espace construit. On a pris quelques vues intérieures pour illustrer, oui, voilà la coupe transversale principale, la salle, son émergence, le manteau vitré, je n'en parle pas, on voyait sur la première image, c'est toute cette expression du théâtre à travers l'interface qu'on pouvait faire avec la ville. Donc on revient à la question, tiens, ce bâtiment, ce manège n'existait pas dans la ville, aujourd'hui il va exister à travers un théâtre. Lorsqu'on peut lui inventer une image, peut-être c'est la traduction d'une identité avec la lumière, la transparence, voir, être vu. Le théâtre reste néanmoins, en tout cas à mon sens, un lieu pour voir et pour être vu. Et cette expression est donc la forme, elle est simplement le résultat du positionnement des gradins à l'extérieur, c'est-à-dire on réservait l'outil théâtral au cœur du bâtiment et les spectateurs se mettaient en confrontation à la rue. Ce sont quelques vues intérieures, donc ça c'est à l'intérieur du manteau vitré, avec la visibilité sur les circulations. L'espace d'accueil, intéressant de voir justement quand on parlait d'espace diurne, cette matière du patrimoine, on revient encore à la question du patrimoine, le bâtiment n'est pas classé du tout, mais il nous offre une matière, il y a une trace, et elles sont parfois anecdotiques, c'est simplement les murs possèdent des fruits en pied comme les manèges, pour que les bottes des cavaliers n'aillent pas ou puissent avoir une distance lorsque le cheval approche du mur, la trace des ouvertures des fenêtres font partie de cette matière. Quand on ouvre une baie, on passe juste un coup de disqueuse, avec un disque de 50 cm, mais cette trace fait partie de la mémoire, de celle d'avant, de celle du pendant, de l'action qui est faite, et de l'échelle des choses au terme de la réalisation. Le cheminement vers les salles, les matériaux, on les voit apparaître, c'est trop fort, ça se voit, du rouge, du gris, mais elles correspondent à des valeurs qui sont un peu immatérielles aussi. Il y a une caricature du théâtre avec le rouge. Il nous fallait un matériau pas cher pour faire la menuiserie. On a trouvé cet élément qui est juste un panneau stratifié sans photo. Moins cher, il n'y a pas photo. La salle, retrouver la matière, on l'a vu à l'extérieur, le béton. Alors la question est posée au bureau d'études, qu'est-ce qu'on peut faire avec le béton pour rentabiliser au maximum? On est dans la question du génie civil parce qu'on a une grande portée, on a un porte-à-faux qui est assez important. Et à travers cette matière béton, on va mettre au point le dispositif d'acoustique. C'est-à-dire qu'on ne le voit peut-être pas très bien sur cette photo-là, mais toute l'enveloppe ici est constituée d'éléments profilés. Le moule, il y a un petit morceau du moule qui est dans l'exposition, qu'est-ce qui vient mouler ces éléments-là, et faire de la diffusion. Donc le spectateur est dans un élément où la structuration, enfin je parle aussi des éléments techniques, donc les passerelles, où on a demandé au scénographe, est-ce qu'il est possible de sortir un maximum d'éléments techniques de la salle pour laisser vraiment le spectateur avec le lieu. On a dans le cas d'une, comme ici, donc une scène sans cadre de scène, donc il y avait vraiment un rapport spectateur et plateau, acteur qui était très important. Les loges, on voit encore une fois sous les charpentes, donc c'est des espaces dans lesquels on peut avoir la lumière naturelle, on veut avoir la lumière naturelle, et une fois qu'on ferme la porte, on est dans une petite isoloir qui correspond à ça. Et la salle de répétition, voilà, avec
trois fois rien, juste de la lumière, juste de l'existant, et juste une réponse aux besoins des grands espaces de qualité. La palette de matériaux, voilà. Quand on a su qu'on avait remporté le concours, c'est une des premières choses qu'on a fait. On a rassemblé les matériaux qu'on avait, pour ça, en cherchant ce qu'on voulait vraiment exprimer avec ces matériaux, en les confrontant au budget que l'on avait. Et je pense que ce petit totem, comme on l'appelle, n'a plus quitté le coin de la salle de réunion jusqu'à la fin du projet. Voilà, c'est ça. C'était une maquette qui avait été présentée pour le concours. Et voilà, l'enchaînement sur la conclusion, c'est jamais très simple de faire la conclusion. Je ne sais plus. Je pense qu'on va conclure. Je vais essayer la parole à Pierre pour terminer. Mais je me rends compte qu'on a fait de la musique de chambre, j'ai l'impression qu'on a parlé tout doucement et qu'on a posé des petits objets. Et je vous remercie vraiment pour votre écoute. C'est vrai que pour nous, on a essayé de mettre en place toute une série de choses qu'on souhaitait vous dire. Et je pense que Pierre va conclure dans cet esprit. Oui, de toute façon, c'est vraiment cet esprit-là, parce que, comme je disais au début, c'est la première fois qu'on faisait cet exercice-là, donc on est un petit peu dans un laboratoire pour nous. Et voilà, c'est un prototype de notre collaboration. Pour la conclusion, c'est revenir un petit peu à cette question du paradoxe, que là, je pense qu'il apparaît. Le paradoxe, on sait que c'est la manière de mettre des choses qui semblent a priori opposées, mais qui en fait, dès qu'on les étudie ensemble, constituent en réalité des formes de réalité. Je ne peux pas dire de vérité, ce serait un petit peu prétentieux. Mais cette réalité, c'est peut-être l'objectif que l'on vise à travers des démarches de projet. La question du silence, elle est dans ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, et j'ai l'impression qu'on a tellement dit que c'est assez difficile d'enchaîner sur les silences. Moi, j'avais trouvé juste une petite phrase dans les citations pour parler du silence, peut-être une grande partie de ce qu'on voulait dire n'a pas été dit. Et c'est un enchaînement aussi sur l'exposition, sur ce qu'on nous a peut-être donné envie de voir, de lire éventuellement. Voilà, je pense que dans du silence, c'est ce qui ne se dit pas devant et derrière la parole. Je lis ce petit texte que j'ai trouvé par hasard, je cherchais un autre texte et juste en retournant dans le livre, j'ai vu ça, mais je pense que ça illustre bien la conclusion. Ambivalence du silence, s'il en dit parfois plus long que toute parole, il cerne simultanément l'impossibilité du langage à tout dire. Il permet aussi que de ce vide naisse l'interprétation, le commentaire, toute création. Le silence est multiple. Expérience de l'inouï, il semble alors que l'œil écoute. Mais tout peut s'éteindre, retourner à la nuit, le silence alors, métaphore nous renvoie à la limite de ce que nous appelons la chute. Voilà, la chute. C'est ça.